On parle encore insécurité où la situation reste explosive dans la région métropolitaine de Port-au-Prince qui est secouée par une nouvelle vague de violence avec des attaques ciblées, des gangs contre plusieurs quartiers et même des médias. Des quartiers populaires sont à l'agonie et l'intensité des violences force des milliers d'habitants à fuir. Face à cette crise qui paralyse le pays, où même le trafic aérien est suspendu depuis novembre 2024, les autorités en place semblent impuissantes. Et pour commenter l'actualité, nous recevons sur le plateau de Métro News Maître Fredo Jean-Charles. Il est défenseur des droits humains et également normalien. Il est le président de l'Institut national pour la défense des droits économiques, sociaux et culturels, INDES. Nous avons le plaisir de le recevoir. Maître Jean-Charles, bonsoir. Merci infiniment de votre disponibilité. Bonsoir et Madame Barthelemy Ousberlin. Donc c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui à la radio-télévision Métropole pour commenter l'actualité. Merci bien d'être avec nous pour commenter l'actualité comme vous l'aviez dit. Aujourd'hui nous avons un tableau sécuritaire à Port-au-Prince qui est très sombre, on va dire. L'actualité est dominée par l'insécurité, les déplacements massifs. Lorsque vous regardez ce tableau aujourd'hui, lorsque vous analysez ce tableau, même lorsqu'on a l'impression que malgré les nouvelles stratégies aujourd'hui, avec la PNH, on n'a pas encore de résultats concrets. Lorsque vous regardez ce tableau, qu'est-ce que vous vous dites ? Alors, c'est vraiment triste parce qu'on est dans une situation où l'État brille par son absence. Et quand je dis ça, c'est que, d'ailleurs, l'État a pour obligation de garantir la sécurité de tous citoyens et toutes citoyennes. Donc c'est dit dans la Convention américaine relative aux droits de l'homme, article 7.1, qui dit que l'État a l'impérieuse obligation de garantir la sécurité et c'est l'une des premières responsabilités de l'État. Donc, quand on est dans un pays où notre sécurité n'est pas garantie, où donc il y a des massacres, il y a des déplacés internes, donc, où les citoyens et citoyennes sont livrés donc, au sort des gangs. Donc, je pense que ça devrait en quelque sorte soulever la conscience des citoyens et finalement pousser les dirigeants à prendre des mesures drastiques immédiates. Et comment cette population, selon vous, vous aviez dit que la population devrait forcer l'État justement à prendre ses responsabilités. À l'heure actuelle, comment cette population haïtienne peut justement faire entendre sa voix par rapport à l'État? Bon, comme l'a si bien dit Rousseau, donc la souveraineté appartient au peuple exercée par les souverains. C'est-à-dire que c'est le peuple qui détient justement la souveraineté. Et de ce fait, quand je dis souveraineté, je dis le pouvoir politique. Et quelle que soit la situation, même quand il y a des peurs, même quand les gangs imposent leurs lois ou bien font des massacres ou bien commettent des crimes odieux. Donc, je pense qu'encore, il est possible que pour nous autres qui sommes encore dans le pays et citoyens haïtiens, eh bien, nous pouvons faire entendre nos voix par tous les moyens possibles. Quand je dis ça, je dis quoi? Alors, finalement, il y a une peur vraiment qui plane dans le pays par le fait qu'il y a des gangs, l'État montre son incapacité, donc tout cela. Mais je pense que, donc pourvu qu'il n'y a pas d'État, la situation est chaotique, il y a l'instabilité chronique et totale, mais il y a des citoyens. Quand il y a citoyens, il y a les individus ou bien les citoyens, les compatriotes, donc, qui sont encore en vie en Haïti. Donc, il y a possibilité de rêver, de renverser la situation. Laissez-moi vous dire pour mieux vous expliquer, par exemple. Donc, dans toute société, il y a possibilité de renverser la situation, surtout quand il y a crise. Donc, chaque crise a des conséquences sur la vie de la population, sur la société. Et quand nous subissons des mauvaises conséquences, des mauvaises décisions et la mauvaise gouvernance en général, donc la défaillance, la corruption et tout ça qui, en quelque sorte, toutes mauvaises choses qui nous mettent aujourd'hui dans des situations exécrables. Donc, nous devons, en quelque sorte, nous mettre debout pour revendiquer nos droits de vivre dans la sécurité, dans la dignité en tant que peuple. Donc, c'est de quoi il s'agit? C'est de ça que je parle. Alors, vous aviez évoqué le fait qu'on devrait renverser la tendance, que le fait qu'on devrait se mettre debout. Est-ce qu'à travers des manifestations,
Est-ce qu'à travers une prise de pouvoir, c'est quelle forme devrait prendre justement ce renversement de la situation? Parce que nous avons un peuple, une population qui ne cesse de se déplacer à cause de la violence des gangs. Est-ce une population qui ne peut pas, qui n'a pas d'armes pour lutter avec ces gangs armés? Une population qui n'a pas, on a l'impression, des moyens pour vraiment faire pression sur ces autorités que nous avons aujourd'hui. Comment renverser cette tendance? Bon, bien sûr. Bon, je ne parle même pas de la manifestation, ou des manifestations, parce qu'il y en a tellement, surtout ces derniers temps, sur Jovenel, sur Ariel Henry, il y en a tellement, beaucoup de manifestations. Au contraire, quand je dis ça, je fais appel à une prise de conscience collective. Est-ce que vous croyez que le peuple aujourd'hui pourrait prendre conscience? Mais bien sûr. En fonction de ce qu'il vit? Quand je dis ça, ce n'est pas le peuple en soi, c'est justement par l'entremise des dirigeants des organisations politiques et de la société civile et tout ça. Par exemple, le peuple est mineur. Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'il y a... Nous avons justement une population qui est majoritairement victime des violations des droits humains, surtout le droit à l'éducation. Donc, les institutions sont dysfonctionnelles, quasiment dysfonctionnelles. Donc, presque toutes les institutions, généralement quelconques, la police, la primature, presque, il y a des discours. Tout ce qu'on fait actuellement dans la société reste de manière théorique. Mais quand je dis que la population doit se mettre debout, c'est-à-dire que c'est à travers les organisations, les institutions, par exemple, les partis politiques, les dirigeants, les élites politiques, élites intellectuelles, élites économiques doivent prendre conscience de notre État et finalement former la population pour que la population, par la suite, prenne ses responsabilités face à la situation. Par exemple, on ne va pas faire des manifestations de manière abracadabrante, c'est-à-dire qu'on va justement revendiquer quelque chose, alors que les autorités qui exercent le pouvoir connaissent la réalité. Ils vivent, ils comprennent la réalité. Vous croyez? Oui, les dirigeants, ils comprennent la réalité. Bien sûr, les dirigeants comprennent la réalité. Les dirigeants, ils comprennent non seulement la réalité, bon, ils sont dans le pays, les dirigeants. Surtout, mais certains vont dire qu'ils n'ont pas l'impression qu'il y a des autorités dans ce pays. Mais non, laissez-moi vous dire quelque chose. Il n'y a pas d'autorité parce que le peuple dort. Quand le peuple se met debout pour défendre ses droits... Est-ce que vous faites allusion à une révolte, par exemple? Parce que vous dites que le peuple dort et même, par exemple, les téléspectateurs qui nous regardent voulaient comprendre. OK, le peuple dort. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Est-ce que ce peuple qui est je sais pas, qui est piétiné par des gangs, qui souffre énormément dans toute son âme, dans sa chair, et vous nous dites que ce peuple dort. Le peuple a envie de se réveiller. Mais bien sûr, mais il faut qu'il y ait la présence d'un leader qui, en quelque sorte, soit en mesure d'éveiller la conscience populaire. Mais ce n'est pas... Je ne parle pas des leaders comme, par exemple, comme à l'accoutumée, donc ce qui se fait comme d'habitude. Vous croyez que ce profil est là aujourd'hui? Ben bien sûr, peut-être parce que la majorité des gens aujourd'hui gardent leur mutisme par rapport à la situation. Par exemple, quand, par exemple, la dernière élection, bien, les élections qui ont conduit justement des députés, sénateurs, juste à Jovenel Moïse et comme gagnant, eh bien, de ce fait, le président Jovenel Moïse n'avait que 600 000 voix sur une population évaluée près de 11 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de citoyens qui, en quelque sorte, qui restent dans leur mutisme, qui reculent pour soit observés. Parce que ceux qui, en quelque sorte, prennent des positions ou discutent les affaires publiques aujourd'hui n'inspirent pas confiance. Pourvu qu'il n'y ait pas confiance dans la pratique politique ou bien dans les prises de décision, dans la pratique de militance politique, donc des citoyens, des patriotes, autrement dit des Haïtiens, justement, et prennent distance par rapport à ce que se fait aujourd'hui. Mais je pense qu'il est encore tôt, il est encore possible
donc de faire justement de faire une mise en commun, de former la population et d'aller dans les villes de province, comme l'a si bien dit et Jean Price-Mas dans son fameux livre et la vocation de l'élite. Il faut aller dans les villes de province. On ne doit pas résumer le pays à Port-au-Prince et puis l'Artibonite, parce que ces deux départements et il y a vraiment des gangs qui imposent leurs lois. Donc aujourd'hui, il faut en quelque sorte aller dans les villes de province et puis former la population. Il faut déconcentrer donc les services publics. Il faut en quelque sorte sensibiliser la population. Il ne faut pas rester surtout à Villa d'accueil, donc à la primature, et puis on discute les choses publiques sans la population. On prend des décisions en absence de la population. Alors que c'est la population dans son ensemble qui détient justement la souveraineté. Et cette souveraineté, il n'y a pas de transfert de souveraineté. Quand je dis transfert de souveraineté, je parle de transfert de droit au souverain. Donc le contrat est passé en dehors de la population parce que c'est la population qui est justement maître du pouvoir politique. Mais aujourd'hui, en théorie. Certains vont dire. Hein. Mais non, en théorie, mais il faut quand même, et ça c'est la science, si on parle de science, la science c'est la théorie matérialisée, mais il faut rentrer dans la réalité. Alors, vous avez évoqué la question électorale, nous allons en parler brièvement, rapidement, mais avant, nous avons autre conséquence de cette violence des gangs, de l'insécurité, c'est l'interdiction des vols internationaux, notamment la FAA qui a prolongé cette interdiction jusqu'au mois de septembre. Encore une fois. Donc, au niveau de votre institut, qui est l'EDES, vous avez fait une proposition pour l'ouverture, on va dire, de l'aéroport international Toussaint-Louverture, et vous faites un plaidoyer pour cette ouverture. Qu'est-ce que vous préconisez? Bon, ça fait déjà quelques mois, depuis nous autres au niveau de l'INDESC, nous demandons, autrement dit, nous exigeons la réouverture de l'aéroport ou bien la reprise des vols au niveau de l'aéroport international Toussaint-Louverture. Donc, à rappeler que le 10 décembre 2024, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé avait déclaré que l'aéroport est fonctionnel ou bien tout se déroule très bien. Et jusque-là, il n'y a pas de vols commerciaux. Donc, et pour cela, après plusieurs mois en observation, INDES a déclenché donc, tout un ensemble de stratégies, de plaidoyers dans les médias. Et puis, nous avons adressé une correspondance aux responsables. Et puis, parce que le blocage au niveau de l'aéroport donc, est très déficitaire pour les pays. Au niveau économique, parce qu'il n'y a pas d'échange commercial, il n'y a pas justement, comment dire, il n'y a pas d'échange culturel, il y a blocage au niveau. Donc il y a beaucoup de personnes qui travaillent au niveau de l'aéroport. Aujourd'hui, quand l'aéroport ne fonctionne pas, donc ça a des répercussions sur la vie économique et surtout sur les déplacements. Donc, parce que le droit de voyager, d'aller partout dans les conditions justement légales, c'est un droit reconnu par justement l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 22 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, le droit de libre circulation. Donc l'État doit garantir ce droit. Donc c'est pour cela que nous avons justement demandé aux autorités de prendre leurs responsabilités en ce sens. Est-ce que vous pensez que l'alternative, parce que selon les informations, l'Aruba Airlines devrait faire des vols sur Haïti à partir du 28 mars, même si on n'a pas encore la confirmation auprès des autorités haïtiennes ou même américaines, notamment la FAA qui a pris cette décision. Est-ce que vous croyez qu'il s'agit d'une lueur d'espoir? Mais bien sûr, non, mais je ne dis pas ça parce que l'État doit créer les conditions favorables au bon fonctionnement des activités au sein de la société. Donc c'est ça la mission régalienne même de l'État. La première mission, c'est de garantir la sécurité, le sentiment et un climat de paix. Donc de ce fait, je salue cette décision par une note de presse, surtout au niveau de l'INDES. Mais sauf que jusque-là, il n'y a pas une note officielle justifiant véritablement qu'il y aura justement des vols à partir de ce mois. Donc ça, c'est un problème. Au contraire, le problème qui se pose encore, c'est donc le prix. Donc on ne connaît pas justement comment cette compagnie va taxer donc les billets, donc tout ça, je ne sais pas. Justement, donc, ça, ce sont des problèmes qu'il faut voir. Et puis, ce n'est pas justement une compagnie qu'on doit compter sur une compagnie. C'est parce que même quand la compagnie a la volonté, mais et les problèmes de l'insécurité, par exemple, et les gangs, si les gangs tirent sur les avions, encore donc, une fois, comme les vies vont être exposées. Donc, c'est tout ça.
Maître Jean-Charles, merci infiniment d'avoir été avec nous pour commenter l'actualité. Mais bien sûr, et merci également. Je pense que c'est un plaisir. C'est moi qui dois vous remercier de cette très belle émission. Merci. Merci encore. D'accord. Voilà donc les propos de Maître Fredo Jean-Charles, notre invité ce soir à Metro News. Avec lui, on commentait l'actualité.